Je travaille à l'Institut Imagine, à la plateforme Data Science. Je travaille dans le milieu hospitalier depuis 2001. Avant, j'étais au CHU de Rennes et j'ai toujours travaillé sur les données hospitalières et comment pouvoir utiliser ces données hospitalières pour la recherche et pour le soin. Et là, depuis 2012, je suis à l'Institut Imagine et je me suis concentré sur les aspects maladies rares autour des données numériques pour les maladies rares. Donc le contexte, vous connaissez peut-être l'Institut Imagine. Donc l'Institut Imagine, c'est un institut sur les maladies génétiques qui est sur le campus de l'hôpital Necker. Et à Necker, il y a 34 centres de référence maladies rares et 25 centres de compétences, qui ont fait un lieu assez riche en fait en termes de maladies rares. Maintenant, je pense que c'est un fait assez bien établi que les données médicales du patient hospitalière sont des sources de connaissances qu'il faut absolument utiliser pour plein de raisons qui sont listées en dessous. Ce qui est un peu plus nouveau, en tout cas, c'est de pouvoir réutiliser ces données pour le soin. Donc là, c'est un article de Jennifer Frankovich, qui est rhumatologue à Stanford, et qui a fait un papier dans le New England où elle explique qu'elle a une jeune patiente de 13 ou 14 ans qui arrive avec un lupus extrêmement complexe, et pour lequel il n'y a rien dans la littérature, il n'y a rien dans les guidelines, et ils ne savent pas comment prendre en charge cette patiente, savoir s'il faut lui donner un anticoagulant ou pas. Ils avaient la chance d'avoir un entrepôt de données dans l'hôpital qui leur a permis en quelques heures de retrouver des patients qui avaient le même profil phénotypique, les mêmes maladies, mêmes comorbidités. Et en quelques heures, ils ont pu prendre une décision au regard de cette mémoire collective pour prendre en charge cette patiente avec succès. Donc, c'était un peu pour montrer qu'en fait, les données médicales historiques, c'est bien pour la recherche, mais c'est aussi bien pour le soin en temps réel. Le principal verrou à la réutilisation de toutes ces données, vous le savez, vous travaillez dans les hôpitaux, c'est l'accessibilité à ces données. Parce que c'est hétérogène, parce que c'est cloisonné, parce que c'est extrêmement compliqué finalement de pouvoir les croiser entre elles. Et ce que font la plupart des médecins, c'est que vous avez tous sur votre bureau un fichier Excel dans lequel vous dites, bon, à défaut de pouvoir les réutiliser, je vais au moins faire ma file active de patients dans lequel je vais saisir quelques critères qui m'intéressent et qui va permettre de réutiliser ces données plus facilement. Alors, généralement, ce n'est pas déclaré à la CNIL, ce n'est pas sauvegardé, ce n'est pas forcément très bien fait. L'autre aspect, c'est l'administration qui se dit on va réutiliser les données de l'hôpital pour améliorer les aspects médico-économiques, pour améliorer la recherche, l'accès aux données des patients. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous proposer des formulaires extrêmement structurés avec des cases à cocher pour pouvoir réutiliser plus facilement ces données. Le problème, c'est que c'est compliqué à saisir pour vous, ça vous prend plus de temps et c'est souvent pas exhaustif. Et donc, nous, l'idée qu'on avait, maintenant c'est un truc qui se généralise, hein, c'est de pouvoir avoir des entrepôts de données dans lesquels on va pouvoir colliger toutes les données de partout, qui va permettre de faciliter la réutilisation de ces données pour accéder à cette mémoire collective, pour recruter des patients dans des études, pour tester des hypothèses. Je veux regarder combien j'ai de patients qui ont tel phénotype et tel phénotype, tel gène et tel phénotype, tel médicament et tel phénotype, un peu croiser tout dans tous les sens, pour pouvoir éventuellement accélérer la saisie dans les bases de données structurées, dans les ICRF. On sait à quel point les ARC passent du temps à aller fouiller le dossier du patient pour trouver l'information, pour la saisir dans des bases de données structurées. Et pourquoi pas faire de l'aide au diagnostic à partir de ces données-là. Alors, la notion d'entrepôt de données médicales, je pense que maintenant, ça commence à pas mal être diffusé. L'idée, c'est vraiment de recopier automatiquement toutes les données qui sont produites au niveau de l'hôpital, et pourquoi pas au niveau de la recherche aussi, de les reformater, de les faire rentrer dans une seule base de données commune. Il n'y a pas de ressaisie, tout est automatisé, et on rajoute ensuite des couches de connaissances, des interfaces qui vous permettent d'interroger ces données. Il y a un certain nombre d'outils qui existent déjà. Le plus connu, c'est I2B2, celui qui avait été choisi par la PHP pour l'entrepôt de données du siège. Mais la plupart de ces entrepôts sont orientés autour des données structurées. Donc les cases à cocher que j'évoquais tout à l'heure, dans lesquelles vous mettez diabète, oui, non, antécédent, 2 points avec une liste. Une étude récente qui a été faite à l'HEGP se posait la question de savoir est-ce que ces données structurées suffisent. Et ils ont pris une cohorte de patients atteints d'une maladie cœliaque et ils ont regardé pour chaque comorbidité listée dans la littérature associée à ces maladies cœliaques si on les trouvait dans le texte libre ou dans les données structurées. En bleu foncé, c'est que dans le texte libre, en gris foncé, c'est que dans les données structurées, et en gris clair, c'est dans les deux.
Et on voit que dans 80% des cas, c'est que dans les données textuelles qu'on va pouvoir trouver ces comorbidités. Conclusion, il faut absolument pouvoir utiliser les données textuelles, celles que vous saisissez, c'est là qu'il y a toute l'information. Et finalement, les cases à cocher, elles peuvent être intéressantes dans certains cas, quand on est dans le soin, je parle, hein. Mais la plupart du temps, je conseille aux médecins de faire de la littérature, parce que c'est là où finalement ils sont le plus fins dans la description des patients, de l'histoire naturelle, dans lequel ils peuvent mettre les suspicions, ils peuvent mettre les négations, ils sont beaucoup plus précis. Et c'est à nous, informaticiens, de développer des méthodes de traitement automatique du langage pour extraire les connaissances depuis ces comptes rendus. Vous n'aurez jamais de case à cocher avec absence de larmes chez l'enfant quand il pleure. Ça n'existe pas. Donc il faut du texte libre pour traiter ça. Et ça nous a amené à développer un outil qu'on a appelé Dr Warehouse suite à un lapsus du directeur informatique de Necker, qui voulait dire Data Warehouse, il a dit Dr Warehouse, et donc on l'a gardé. L'idée, c'est de faire un entrepôt de données déjà pour les médecins, et non plus uniquement pour les data scientists. Donc ça veut dire que ça vous permet, l'idée c'était de vous réapproprier vos propres comptes rendus, vos propres données, et d'accéder à la mémoire collective de l'hôpital facilement. Et de pouvoir intégrer n'importe quel type de données. C'est des comptes rendus, mais des données structurées comme la biologie ou la SIM10, et éventuellement des images, de la vidéo, n'importe quoi. Aujourd'hui, à Necker, on a intégré 700 000 patients, 6 millions de comptes rendus, depuis 26 sources de données différentes. Donc les 26 sources de données, ça va être aussi bien le Orbis, donc dossier patient informatisé, ça va être des bases rétrospectives qui se sont arrêtées en 2010, pour lesquelles on a récupéré les comptes rendus. Ça va être une source assez originale qu'on a intégrée, c'est les échographies anténatales, pour lesquelles on a donc récupéré tous les comptes rendus d'échographie, et on les a séparés, parce que généralement ils sont rattachés à la mère, on les a séparés de la mère et rattachés à l'enfant, avec des algorithmes de fédération d'identité. Concrètement, l'utilisateur va avoir à sa disposition un moteur de recherche. Alors, premier cas d'usage, premier cas d'usage, c'est le moteur de recherche. Comment retrouver des patients, comment accéder à cette mémoire collective. Donc, les exemples que je disais, c'était faire des études rétrospectives, mais ça peut être utilisé en RCP, accéder à cette mémoire collective pour retrouver des patients similaires, et ça va être utilisé pour tester des hypothèses. On va pouvoir aussi bien requêter des données textuelles, des données structurées, et des mouvements des patients. Je veux tous les patients qui ont été hospitalisés 40 jours dans tel service, puis qui ont été 3 fois aux urgences et qui ont un lupus. N'importe quoi. Alors, on a dû développer quand même des stratégies autour de ça, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de négations dans les maladies rares et beaucoup d'antécédents familiaux. Et il faut évidemment pouvoir exclure ces résultats, parce que si le médecin est obligé de regarder 300 patients pour en recruter 40 à cause de tous ces faux positifs, ça ne marche pas. Donc on a développé des méthodes de traitement automatique du langage pour gérer ces problématiques-là. Et dans l'interface, alors là j'ai pris un exemple en lien avec la journée d'aujourd'hui. J'ai regardé sur le site internet les maladies endocriniennes parce que je ne les connaissais pas très bien. Donc là j'ai regardé le syndrome d'Alström, pour lequel on a 25 patients à Necker. Là c'est flouté, mais en fait on voit tout de suite le texte qui contient la phrase recherchée, ce qui permet très rapidement de vérifier si le patient est un vrai positif ou un faux positif. Normalement, il devrait y avoir que des vrais positifs, mais il y a toujours un risque d'erreur. Et on a la possibilité très facilement de pouvoir recruter des patients dans la cohorte avec des boutons. Donc on peut revenir dans un mois, rajouter des patients, on peut se créer des alertes et recevoir des alertes finalement sur des critères phénotypiques qu'on aura recherchés, etc. Alors, on a publié le moteur de recherche dans un journal américain, dans lequel on montrait qu'on améliorait la précision du moteur de recherche de 28% à 88% avec nos méthodes. À Necker, donc il est en production depuis 2017, il y a plus de 300 utilisateurs qui l'ont utilisé, il y a eu plus de 17 000 requêtes qui ont été faites et 800 cohortes qui ont été créées, avec 137 000 patients inclus. Et un exemple récent que le docteur Marlène Riot, qui est généticienne à Necker, m'a dit de son utilisation de l'entrepôt, une mutation récente qui avait été découverte, qui s'appelle BRAT1. Elle a recherché en fait l'association clinique de ces patients. Alors je ne sais plus ce qu'ils ont, je crois que c'est une rétinite pigmentaire et autre chose, je ne sais plus quoi. Et elle a pu retrouver avec le moteur de recherche 3 patients qui étaient non diagnostiqués, qu'elle a testés, ils étaient bien mutés sur ce gène-là. Donc on peut finalement repêcher grâce à ces outils-là des patients qui étaient non diagnostiqués auparavant. Le deuxième cas d'usage,
Donc ça, c'était le moteur de recherche. Deuxième cas d'usage, c'est on a toutes ces données-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour fouiller les données, trouver des nouvelles hypothèses, avoir une automatisation du traitement des données. Alors déjà, le premier qui est évident, c'est qu'on peut avoir des graphes automatiques. On peut avoir les sex-ratios, on peut avoir le parcours, enfin, l'âge des patients, le nombre de filles, de garçons, etc. au cours du temps. On a développé d'autres méthodes qui permettent d'extraire à partir des comptes rendus les phénotypes des patients et les diagnostics des patients. Donc, c'est-à-dire qu'on a développé un algorithme à partir d'un dictionnaire de concepts médicaux qui va lire les comptes rendus et extraire automatiquement les signes cliniques contenus dans ces comptes rendus. Ce qui nous permet, quand on a une population, donc on l'a fait sur tous les patients de l'entrepôt, donc il va aller regarder tel mot s'il est présent ou pas. Et quand on va rechercher, par exemple, syndrome de Rett dans l'entrepôt, il va ressortir tous les patients qui ont syndrome de Rett. On va pouvoir agréger tous les termes médicaux de tous ces patients-là et pouvoir les afficher à l'utilisateur, ce qui va permettre d'avoir une description phénotypique automatique d'une population. Donc ça se présente comme ça dans l'entrepôt. Donc là, c'est un exemple avec le gène MECP2. Il a trouvé 195 patients, 473 comptes rendus. Il va extraire automatiquement tous les termes médicaux contenus. Il va pouvoir les afficher à l'utilisateur. Et là, on voit que c'est le syndrome de Rett qui est associé à cette mutation. C'est lié à des épilepsies, etc. Et on a le nombre de patients, leur fréquence, dans la cohorte. Et ce qu'on a montré, c'est qu'on avait des résultats qui n'étaient pas décrits dans la littérature, comme ostéoporose, qui n'est pas décrit dans OMIM actuellement. Je me suis amusé à le faire sur le syndrome d'Alström, du coup, hier. Et alors, j'ai pas mis le tableau en dessous, mais j'ai vu qu'il y avait des problèmes d'obésité, des problèmes de cardiomyopathie, des problèmes d'acanthosis nigricans, je ne sais pas ce que c'est, de l'insuffisance rénale, enfin, voilà, la cécité. Je ne sais pas si c'est cohérent, mais voilà. Alors, on pourrait l'utiliser dans l'autre sens aussi, dire voilà, moi j'ai un patient qui a surpoids et obésité, qui a un nystagmus et qui a une cardiomyopathie. Donc il va ressortir tous les termes médicaux, et si je trie par un certain score d'association, il me ressort en premier le syndrome d'Alström. Donc finalement, on peut l'utiliser aussi pour faire de l'aide diagnostique à partir des patients connus de l'entrepôt de données. On récupère aussi l'âge médian de première évocation des signes, ce qui nous permet de pouvoir, là c'est une cohorte de patients qui ont un APDS, donc c'est un syndrome de déficit immunitaire primaire. En ligne, c'est chaque comorbidité retrouvée sur les 20 patients qui ont cette maladie à Necker. Et en abscisse, c'est l'âge médian de première évocation des signes dans les comptes rendus. Donc ce n'est pas l'âge réel auquel le patient a eu le diagnostic, c'est la date du compte rendu où on en parle pour la première fois. Donc il y a des biais, mais on arrive déjà à voir qu'il y a un gradient, et on arrive à voir que dans la première partie, on parle de signes pulmonaires, et en deuxième partie, on va commencer à évoquer des signes abdominaux, digestifs. Et c'est effectivement des choses que les médecins commencent à publier dans la littérature. Alors, on a publié ces travaux-là dans Orphanet, le journal of Rare Diseases, et on a montré qu'on avait un bon recouvrement avec la description d'Orphanet, et finalement, l'écart qu'on avait, c'était lié à des problèmes de granularité d'information, et surtout à la pauvreté des thésaurus français, que HPO en français n'existe pas encore, en tout cas, il n'est pas disponible. Et il y a des travaux qui ont été faits par des internes à Necker, notamment un qui a fait son travail de thèse sur le syndrome de Mir, où il a montré des signes grâce à cet outil-là qui n'avaient été encore jamais décrits dans la littérature. On utilise aussi l'entrepôt de données pour travailler sur les parcours de soins des patients. C'est-à-dire qu'on est capable de stocker tous les mouvements des patients dans l'hôpital et de pouvoir, à partir d'une cohorte de patients qu'on a sélectionnés ou du moteur de recherche, visualiser ce parcours de soins. Et il y a des travaux qui ont été faits aussi par des internes à Necker sur les patients qui avaient une maladie osseuse constitutionnelle, à savoir quel était leur parcours de soins avant et après les urgences à l'hôpital. Et ils ont pu, avec cette étude, montrer qu'il y avait un vrai problème de prise en charge des patients, parce que les urgentistes n'ont pas accès au dossier génétique des patients, parce que les parents ne connaissent pas forcément exactement la maladie de leur enfant. Il y a pas mal de problèmes. Et donc, ils ont pu modifier finalement le processus de prise en charge de ces patients, leur information,
pour leur dire que finalement, quand ils ont un problème, plutôt que d'aller aux urgences, d'aller directement au centre de référence maladies rares, hein, et de modifier un peu ce type de prise en charge. Le dernier cas d'usage, c'était comment accélérer la recherche translationnelle en développant des fonctionnalités centrées autour du patient. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, on a des outils pour tout, pour des groupes de patients, des cohortes, etc. Maintenant, on va pouvoir avoir des outils centrés autour du dossier du patient. Donc le premier, c'est déjà avoir un moteur de recherche qui permet rapidement de trouver un traitement, une information. Parce qu'on sait que c'est coûteux de remplir des bases de données, c'est coûteux d'aller chercher l'information, donc autant accélérer ça. Alors on a tellement envie d'accélérer qu'on a un nouvel onglet qu'on a créé il y a l'été dernier qui s'appelle ICRF, qui est en cours d'évaluation. C'est-à-dire qu'on peut créer des ICRF dans l'entrepôt de données et qui peuvent être alimentés de manière semi-automatique par l'outil. Alors on a développé différentes lignes de vie, enfin différentes vues. Donc ça, c'est la ligne de vie du patient. En bleu, c'est la ligne de vie. Et là, c'était juste l'exemple des échographies anténatales qui sont avant sa date de naissance. Alors on peut accéder aux comptes rendus, on peut les ouvrir, on peut les rechercher, etc. Et on a accès aussi au parcours du soin du patient dans l'hôpital. Et ça intéresse pas mal les urgentistes parce que ça peut influencer aussi la manière dont ils peuvent prendre en charge un patient qui arrive aux urgences. De pouvoir connaître justement le poids du patient et sa complexité. On a aussi évidemment, tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait tous les termes médicaux extraits pour une cohorte, mais on l'a aussi pour un patient. Donc pour un patient, on est capable d'avoir tous les termes extraits depuis son compte rendu, avec des erreurs possibles, hein. Je ne dis pas que c'est la vérité vraie, mais ça permet déjà d'avoir certaines informations qu'on va pouvoir utiliser, notamment dans les calculs de similarité. Alors, parfois, on a des patients qui vont être diagnostiqués dans les labos de génétique, avec des nouvelles mutations, et ils ont beaucoup de signes cliniques, et pour lesquels on ne sait pas lesquels sont responsables de la mutation ou pas. Et si on les met tous dans le moteur de recherche pour essayer de retrouver dans l'entrepôt des patients qui ont ces mêmes signes cliniques, on ne va en trouver aucun. Et donc, plutôt que de travailler sur un moteur de recherche booléen, on s'est dit qu'on allait travailler sur un moteur de recherche qui va travailler par similarité phénotypique. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un patient qui va avoir la maladie, et il va essayer de trouver tous les patients qui sont le plus similaires à partir des phénotypes extraits depuis les comptes rendus. Donc pour ça, on va avoir, donc là c'est un exemple de patient qui a un syndrome de Love, avec tous ces signes cliniques. On va avoir tous les patients de l'entrepôt qui vont tous avoir leur extraction aussi de termes. Et pour chaque patient, on va calculer une similarité entre le patient index et chaque patient de l'entrepôt. Alors on utilise des méthodes pas très compliquées, hein, c'est de la géométrie, mais qui permet de lister pour chaque patient le top 20 des patients les plus similaires. Et on espère que parmi ces patients similaires, il y ait des patients qui aient le même diagnostic. Alors là, on peut l'utiliser dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire, j'ai un patient, je ne sais pas ce qu'il a, et parmi les patients similaires, est-ce qu'il y a des patients diagnostiqués qui me permettaient de prendre une décision sur mon patient? Alors, on a intégré ça dans l'entrepôt de données, ce qui permet, voilà, pour un patient, on va trouver les patients similaires, et parmi les patients similaires, est-ce que des patients ont le même diagnostic pour prendre nos décisions? Donc on a publié ce travail-là dans le Journal of Biomedical Informatics, pour lequel on avait des résultats vraiment très intéressants, et tellement intéressants que pendant que j'évaluais cet outil, on l'a évalué sur 6 cohortes de maladies rares, et notamment sur la cohorte APDS. Et à chaque fois que donc le principe de l'évaluation, c'est que je prends un patient qui a la maladie, je mélange les autres dans l'entrepôt, et j'essaie de regarder parmi les 20 patients les plus similaires si je retrouve des patients de la cohorte. C'est assez simple. Alors évidemment, je retire le nom de la maladie, APDS, je garde que les termes médicaux, vraiment les signes cliniques. Et j'avais un patient en vert qui n'arrêtait pas de revenir dans les patients similaires alors que ce patient n'est pas dans la cohorte. Ça m'a posé question, et j'ai vu que sa dernière visite datait de 2011, et c'était un déficit immunitaire non étiqueté. Sachant que les gènes responsables de la maladie APDS dataient de 2013 et 2014. Donc j'ai alerté les médecins qui prenaient en charge ce patient, qui l'ont recontacté, qui l'ont testé et qui étaient bien mutés sur le gène de l'APDS PIK3R1. Ça a été reproduit notamment par l'équipe de Riemann Abou qui a utilisé cet outil pour diagnostiquer des patients qui avaient une mutation KCNA2 par l'outil de similarité. Alors,
on continue à développer des nouveaux modules, des nouveaux travaux. Là, je vous disais, j'essaie de travailler sur un outil d'alimentation automatique ou semi-automatique d'ICRF. On est en train de travailler aussi sur l'extraction de patterns depuis les comptes rendus. Il y a un interne qui travaille sur l'extraction des médicaments depuis les comptes rendus, mais médicaments mais avec posologie, voie d'administration, etc. Donc il y a vraiment des systèmes intelligents derrière. Dr Warehouse est publié en open source depuis février 2018. On l'a aussi publié dans le Journal of Biomedical Informatics. Et on souhaite en faire une architecture support pour les outils d'intelligence artificielle. Parce qu'on sait que la plupart des hôpitaux n'ont pas les outils qui permettraient à des industriels de venir déployer ou mettre en place leur outil d'intelligence artificielle. Et avoir des entrepôts de données, c'est presque un prérequis finalement pour pouvoir ensuite avoir des collaborations avec des créateurs d'intelligence artificielle ou même des data scientists qui souhaiteraient travailler dans l'hôpital avec l'équipe d'informatique biomédicale. Pour conclure, l'idée c'était vraiment d'accélérer la réutilisation de la mémoire collective pour la recherche et le soin, de permettre aux médecins de reprendre la main sur leurs données et de s'approprier vraiment les données dans leur usage quotidien. Alors, on sait que voilà, il y a la notion d'entrepôt de données local, il y a l'entrepôt de données régional, national, avec le Health Data Hub. Je pense que tous peuvent coexister. Et je pense qu'aujourd'hui, que les médecins puissent se réapproprier les données, ça permet de les sensibiliser aussi à ces aspects-là, tout en gardant la confiance des patients, parce que ça reste dans l'hôpital. Le next step, c'est d'avoir intégrer des données omiques et des données d'image, de photographie. Et on a créé une start-up en 2017. Alors c'est open source, mais il faut pouvoir l'installer dans les hôpitaux. Les hôpitaux ne sont pas forcément tous équipés des ingénieurs pour pouvoir l'installer. Donc il y a une start-up qui a été créée par Imagine, et aujourd'hui il est dans 6 hôpitaux en France.